Quoi? Je m'ennuie. Et si on jouait à la balle? Chouette! Allez, en place tout le monde. Le masculin à droite et le féminin à gauche. Bah oui, poupée c'est féminin. Et le déterminant une ou la l'indique. Donc la poupée est un groupe nominal féminin. Et comme on dit un ou le robot, c'est masculin. Le robot est un groupe nominal masculin. Parfaitement. Bon, on joue? La règle, c'est de toucher son adversaire avec la balle. Qui commence? La poupée commence. La poupée lance la balle. Tu sais, pour ne pas répéter la poupée, tu peux juste dire la poupée commence, elle lance la balle. Le pronom féminin elle remplace le groupe nominal féminin la poupée. Ah, d'accord. Et comme le robot est un groupe nominal masculin, je le remplace par le pronom masculin il. Le robot est rapide, il lance la balle. Oh là là, le pauvre petit robot, il est en train de perdre la partie. Trop fort! Le robot a ramené un copain. Oups, il a ramené un copain. Les robots arrivent, ils veulent jouer. Maintenant qu'il y a deux robots, c'est un groupe nominal masculin pluriel et tu peux le remplacer par il, I-L-S. Il lance la balle. Aïe, la pauvre. Deux super-héroïnes! Elles lancent super bien la balle. Tu as tout compris. Les poupées peuvent être remplacées par le pronom féminin pluriel L, E, 2 L, E, S. Et tu as vu? L'accord du verbe a changé. Il faut rajouter NT. Évidemment, quand le pronom est pluriel, le verbe aussi est au pluriel. Et quand le pronom est singulier, le verbe est lui aussi au singulier. Oh, regarde, ils dorment. Pourquoi on dit ils dorment alors qu'il y a deux filles? Eh bien, quand il y a un groupe nominal masculin et un groupe nominal féminin ensemble, le masculin l'emporte sur le féminin. Mais moi, je préfère dire que les filles sont galantes et laisse le pronom devenir masculin pluriel. Elles sont sympas, ces filles. Et si on faisait une partie de basket maintenant? Eh oh! Et si on jouait au volley? Oh oui alors! Il faut appeler le robot et la poupée super-héroïne. Honneur à la poupée. Au groupe nominal féminin donc. Que la partie commence. La poupée lance la balle. Le pauvre robot perd. T'as vu? La poupée est au singulier et le verbe aussi. Et c'est pareil pour la phrase avec le robot. Exactement. Quand le groupe nominal sujet est au singulier, le verbe l'est aussi. C'est la chaîne de l'accord. Mais enfin, ce n'est pas comme ça qu'on joue. Je sais! Ce sera plus facile de jouer en équipe. Regarde, les poupées jouent. Les robots ont le ballon. Quand le groupe nominal sujet est pluriel, le verbe est pluriel aussi. Tout juste. Singulier ou pluriel, le sujet commande le verbe. C'est lui le chef. D'accord, mais comment on sait si le groupe nominal sujet est singulier ou pluriel? Écoute et regarde bien. La poupée attrape la balle. Le robot s'énerve. Ah oui, c'est vrai. La, une, le, un, c'est du singulier. Et les et des, c'est du pluriel. Tu vois, c'est simple. Il suffit de faire attention au déterminant singulier ou pluriel. Le déterminant nous annonce que le nom et le verbe sont au pluriel. Il suffit de vérifier. Au pluriel, le nom prend le plus souvent un S ou un X et le verbe se termine par NT au temps simple. C'est trop facile. Et si on agrandissait le terrain? Comme ça, on pourrait faire des phrases plus longues. La vaillante petite poupée, un vaillant petit robot. Mais les terminaisons des adjectifs ne sont pas les mêmes avec la poupée et un robot. Pas de panique. Il suffit juste de trouver le déterminant. Et à partir de là, tu accordes les éléments du groupe nominal.
C'est toujours la chaîne de l'accord. Les poupées est féminin pluriel, donc les adjectifs vaillante, petite et brune sont au féminin pluriel. Et la terminaison du verbe est nt. Tous du même côté? Bah, contre qui vous allez jouer maintenant? Contre nous? J'aimerais bien, mais j'ai plein de devoirs à faire. Une autre fois peut-être. On dirait que le petit robot est impatient de jouer avec la poupée. Mais où se cache-t-elle? Où peut-elle être? Tiens, c'est amusant. Dans nos phrases, le sujet n'a pas l'air à la même place que d'habitude. Tu as raison, Zéphyr. Parfois, le sujet se trouve après le verbe. En tout cas, il n'y a plus de questions à se poser. La poupée est là. La partie peut commencer. Oh, mais que fait la poupée? J'ai compris. Le sujet est inversé quand on pose une question. Quand la phrase est interrogative. Bien joué, Zéphyr. Mais pourquoi le robot bouge-t-il dans tous les sens? Oh, le sujet apparaît 2 fois. Le robot avant le verbe, puis le pronom il après le verbe. La poupée a triché, pense le robot. Je ne vais pas me laisser faire, se dit-il. Tu vois, le sujet est également inversé dans les incises. Ces phrases qui s'insèrent dans les dialogues pour rapporter les pensées ou les paroles d'un personnage. Attention! Même si le sujet est après le verbe, la règle de l'accord reste la même. Le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Si je dis « dans le ciel brille le soleil », c'est le soleil qui brille. Le soleil est sujet. Le sujet est au singulier, donc le verbe brille l'est aussi. Bravo! Que gagnent les champions? Ce sont les champions qui gagnent. Les champions, c'est le sujet, et comme il est au pluriel, le verbe gagne prend nt. Bravissimo! Et donc, qu'est-ce qu'on gagne? Mon admiration? C'est tout? Oh là là, la poupée et le robot ont l'air fâchés. Comment peut-on les réconcilier? En faisant un jeu. Allez, il suffit de s'écarter de quelques pas pour se lancer la balle. 1, 2, 3, 4, 5. Pas sûr que ça marche. On dirait plutôt un duel dans un western. Zut! Il est tombé. Aïe! La poupée est tombée aussi. Oh! Regarde les verbes. Tu ne remarques rien? Il est tombé. Elle est tombée. C'est toujours le verbe tomber, au passé composé. Je reconnais l'auxiliaire être et le verbe tomber au participe passé. Tu vois, les deux parties du verbe s'accordent avec le sujet. D'abord l'auxiliaire être, il ou elle est. Le robot et la poupée sont. Et le participe passé tomber. Attendez, on n'a pas eu le temps de voir toute la chaîne de l'accord. Je crois que nos amis ont d'abord besoin de renouer le lien de l'amitié. Allez, lancez-vous la balle, et ça ira mieux. Tiens, voilà encore le passé composé avec l'auxiliaire être. Regardons le participe passé du verbe. C'est lui qui porte le sens. Je suis resté, et accent aigu, masculin singulier. Donc je, c'est le robot. Et je suis allé, et accent aigu E, féminin singulier. Donc je, c'est la poupée. J'ai compris. Oh, ça va se compliquer. Voilà les copines de la poupée. La balle est tellement secouée qu'elle a oublié le participe passé. Ce n'est pas grave, on va l'écrire nous-mêmes.
en pensant bien à la règle de l'accord. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Nous, ce sont les poupées. Donc il faut rajouter la marque du féminin et celle du pluriel. Bravo Zéphyr! Et moi, grâce à ce jeu, j'ai compris autre chose. C'est qu'il n'y a vraiment pas de quoi se disputer, car tout ça, c'est du passé. T'as vu? Ils se sont rapprochés. Tiens, s'ennuyer, se rapprocher, ce sont des verbes pronominaux. Bien joué! Les verbes pronominaux utilisent toujours l'auxiliaire être au passé composé. Oh, ils se sont embrassés. Ils se sont réconciliés. Et oui, grâce au jeu des accords, la poupée et le robot sont de nouveau d'accord. La poupée et le robot ont dû se matcher. Mais où est la balle? Ah, la poupée pense qu'elle a gagné. Mais le robot pense qu'il a gagné aussi. Comment peut-on les départager? Les deux phrases s'écrivent exactement de la même manière. Quand on dit « j'ai gagné », on ne sait pas qui est le jeu qui a gagné. Le robot ou la poupée? Reprenons les choses dans l'ordre. Commençons par regarder les verbes. Que remarques-tu? Le verbe gagner est au passé composé. Je reconnais l'auxiliaire avoir et le verbe gagner au participe passé. Exact. Et regarde un peu plus en détail le verbe avoir. J'ai, le robot a, la poupée a. L'auxiliaire avoir s'accorde avec le sujet. Mais le participe passé, lui, ne s'accorde pas. Gagner et accent aigu. Bien vu, Zéphyr. Dans les temps composés, quand il y a l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. On efface tout et on recommence. Disons que le robot et la poupée sont à égalité. Et s'ils jouent chacun leur tour, ce sera plus facile de les départager. Elle a dribblé, Elle a couru, elle a bondi. Il y a beaucoup de verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir dans les temps composés. Tout juste. Et chaque fois, seul le sujet s'accorde avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé ne s'accorde pas. Bravo! Mais je ne vois pas comment les départager. Résumons. La grande poupée a marqué le panier. Et le petit robot a marqué aussi. Nos amis ont choisi de ne pas se départager. Tant mieux. Tu as vu le groupe nominal sujet? C'est l'accord en chaîne. Là, c'est féminin singulier. Donc les adjectifs grande et sportive s'accordent au féminin singulier. Et c'est pareil avec le robot masculin singulier et les joueurs masculin pluriel. Et l'auxiliaire avoir s'accorde aussi avec le sujet. Mais le participe passé, lui, ne s'accorde pas. Gagner s'écrit toujours et accent aigu. Bravo Zéphyr! Toi et moi aussi, nous sommes les meilleurs joueurs. Nous avons gagné. J'en vois une qui a envie de jouer. Lui aussi, il a envie de jouer. Le premier qui fait tomber la balle a perdu. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Il est malade, le pauvre. C'est vrai, il a l'air malade. Tu as vu? Le verbe est peut être remplacé par avoir l'air. C'est parce que ce sont tous les deux des verbes attributifs. Qu'est-ce que c'est un verbe attributif? C'est un verbe qui introduit un groupe nominal ou un adjectif en lien avec le sujet. Ici, le verbe attributif est introduit l'adjectif malade. Et l'adjectif malade donne des informations sur il, le robot, qui est sujet.
J'ai compris. La poupée semble inquiète. Tiens, l'adjectif inquiète donne l'état du sujet, la poupée. Sembler est un verbe attributif. Bravo Zéphyr. Oh, regarde, le nez du robot devient bleu. Devenir, encore un verbe attributif. Il y a aussi paraître, demeurer ou encore rester. Et il y en a beaucoup d'autres. On peut remplacer un verbe attributif par un autre. Ça aide à les reconnaître. Et quand un verbe est attributif, l'adjectif qui est derrière prend la fonction d'attribut du sujet. Oh, regarde, le robot veut jouer alors qu'il est malade. Il est trop lent. La poupée reste plus forte que lui. Dans la phrase « le robot est lent », l'adjectif attribut du sujet « lent » est au masculin singulier, comme le sujet « le robot ». Et dans la phrase avec le sujet « la poupée », l'adjectif attribut forte est féminin singulier. C'est exactement ça. Quand l'attribut du sujet est un adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Le pauvre, il a bien du mal à jouer. Regarde, il a marqué un point. Bravo le robot. Oh là là, elle aussi semble malade. Oui, ils sont malades tous les deux. Chut, il faut les laisser se reposer maintenant. Après une longue marche, ce groupe de lettres peut enfin s'abreuver. Pour la consonne S, c'est l'occasion rêvée de rejoindre un clan. Lentement, elle s'approche des voyelles et bondit entre le I et le O. Immédiatement, le S produit le son Z, car lorsqu'elle est placée entre deux voyelles, la lettre S fait toujours le son Z. C'est la règle. Le S fait désormais partie de la graphie du mot bison. Mais il peut aussi intégrer d'autres espèces. Le S trouve souvent sa place entre deux voyelles, comme chez les valises. Mais les S se déplacent aussi par deux, comme des jumeaux. Et quand deux S trouvent une place entre deux voyelles, comme ici entre le I et le O, ils produisent alors le son S. Ça fait poisson. Il arrive parfois qu'un mot change de sens si on lui ajoute un S. Observons ce cousin. Il contient un S entre deux voyelles. Pour l'instant, il fait le son Z. Mais tout à coup, un deuxième S vient se joindre au premier. Immédiatement, le son change. Car entre deux voyelles, deux S font le son S. Et le cousin se transforme en coussin. Mais attention, lorsque le S ne touche qu'une seule voyelle, comme ici entre la voyelle U et la consonne T, alors le son S s'écrit avec un seul S, moustique. Et ce soir encore, dans la savane, la lettre S fera régner la terrible loi de l'orthographe. C'est le premier jour du printemps dans la grande prairie d'Alphabetia. Les jeunes voyelles se sont réveillées tôt pour profiter des premiers rayons du soleil. Ces jeunes, encore un peu inexpérimentés, vont commencer une nouvelle vie. C'est pourquoi les adultes consonnes du clan les surveillent. Mais certains habitants d'Alphabetia sont moins matinaux. Les C ont hiberné plus longtemps que les autres lettres, et pourtant leur instinct les pousse dans la prairie. Ce jeune C veut jouer,
et s'approche alors des voyelles. Tiens, il semblerait que U et A n'aient pas envie de participer. Mais E a l'air d'accord pour faire connaissance. C et E s'entendent même très bien. Et les voilà tous. Ils ont accepté le C dans leur clan à côté de E pour faire le son S dans le mot glace. Les autres C se prennent au jeu et partent à la recherche d'autres lettres pour former de nouveaux mots contenant le son S. Ce C se donne du mal pour rien. A et O ne semblent pas du tout intéressés. D'autant que de nouveaux venus viennent faire de la concurrence. Les cécédilles cherchent eux aussi à former leur propre clan. Et cette fois-ci, le A et le O semblent avoir bien plus envie de coopérer. Les jeunes C ne voient pas d'un bon œil l'arrivée de ses adversaires à cédilles. Mais les voyelles A, O et U choisissent toujours les cécédilles pour faire S. Par contre, les voyelles E et I ne s'approchent jamais des cécédilles. Voilà encore 3 nouveaux groupes qui ont formé des mots. Mais qu'en est-il des C qui restent? Pas la peine de désespérer. Tout vient à point à qui sait attendre. Ces jeunes C et les voyelles I et Y se sont bien trouvés. Maintenant, 2 clans se partagent la prairie d'Alphabétia en parfaite harmonie. On les distingue grâce à nos jeunes C et cécédilles, qui bientôt deviendront des adultes. L'automne venu, on assiste à la grande migration des sons K vers les pays chauds. Les migrateurs doivent trouver leur place parmi les lettres sauvages de l'île. Ils ne sont pas toujours les bienvenus. La loi de la jungle est rude pour les consonnes venues d'ailleurs. Les I ne s'entendent pas du tout avec les C migrateurs pour pouvoir chanter K, pas plus que les E d'ailleurs. Mais observons la complicité du C avec le U de écureuil. Voilà un autre K, le QU. Voyons comment il va se trouver un territoire pour pêcher des voyelles E, I, ses préférés. Pas facile. Les prédateurs sont nombreux dans ces contrées hostiles. En voilà justement un qui rôde. Va-t-il laisser la vie sauve à cet imprudent? Oui, car le QU rend service à son ennemi, le requin, en lui nettoyant les dents. Mais le QU aime aussi tout particulièrement les pronoms qui questionnent, comme qui, que, quoi. La toilette du prédateur est également utilisée par les C, avec les crocodiles. Les C ne sont jamais présents avec le I et le E pour cacter k. Ils s'assurent la proximité de O et de consonnes amies, avec lesquelles ils peuvent jouer. Le crocodile les protège ainsi des autres prédateurs et les promène. Certains C et Q sont encore plus malins. Ils essaient de se trouver un nid déjà fait. Le C ne s'entend pas avec les E. Pas de chance. Par contre, le QU les recherche. Et jouer les nounous contre un nid de perroquet, c'est un échange confortable. Le C, lui, est une parfaite nounou pour les petits A, U ou O. Va-t-il trouver le bon nid? Celui-ci paraît idéal. Grand et douillet. Mais à qui est-il? Le C tente sa chance. Un nid de pélican. Que rêver de mieux pour le C qui a trouvé son A? Il a fait le bon choix.
Et la maman le régale de crevettes, crustacés, crabes, insectes, criquets. Les C raffolent des consonnes comme R et T. La coopération des espèces est la clé de l'harmonie. Enfin, jusqu'à ce qu'arrivent d'autres cas migrateurs. Dès l'aube, la consonne G cherche un mot à se mettre sous la dent. Mais pas n'importe lequel. Pour son petit déjeuner, elle veut faire le son G. Là, cette graphie fera l'affaire. Le G saute devant le A, et le pauvre Atto devient vite un gâteau. Insatiable, le G poursuit une nouvelle proie pour en faire un énorme gorille. Le G a juste le temps de digérer qu'il est déjà prêt pour le déjeuner. Il chasse un I ou un E. Et pour faire à nouveau le son G, il lui faut son complice, le U. Grâce à cette association, le G s'empare de la guimauve. Le G peut aussi pousser le son G devant les consonnes R ou L, comme ici. Griffe. Mais dans cette situation, il lui est impossible de chasser le N, car à son contact, le G prend le son N. La nature de l'orthographe est parfois étrange. Et la consonne G n'a pas fini de nous surprendre. Elle peut aussi faire le son Z. Alors, pour terminer sa journée en beauté, le G guette une farandole de dessert. Là, il a repéré le I. En un éclair, ça fait girouette. Il apprécie aussi le E, mais ce gecko s'agite un peu trop. Le G termine en fanfare avec le Y du gyrophare. Après tout cela, le G a grand besoin de se rafraîchir en trouvant sa place dans une orangeade. Mais comment y parvenir ? Cette fois, c'est son complice, le E, qui lui vient en aide. Comme à chaque fois qu'il veut chanter J, devant un A ou un O. Bientôt, ces petits G deviendront grands et chasseront les graphies en poussant des cris en G ou en J. Grrr, grrr, grrr. Ils auront le choix et ne s'en priveront pas. On dirait que Danny vient de marquer un but. Qu'est-ce que tu dis, Bertrand? Danny a pris ma balle. Attention, le sens de ma balle, c'est cette balle est la mienne. Cette balle est à moi. Bref, c'est ma balle à moi. Donc tu es sûr? C'est ta balle, Bertrand? Ta balle à toi? Tu es d'accord, Danny? C'est sa balle à lui. Elle est à Bertrand? Les petits mots ma, ta, sa sont des déterminants possessifs. Ils servent à dire à qui appartient un objet ou une personne. Au féminin singulier, on utilise ma, ta, sa. Du calme, Danny et Bertrand. Parlez chacun votre tour. Que dis-tu, Danny? C'est sa balle, mais c'est mon camion. Bien joué, Danny. On dit un camion. Au masculin singulier, les déterminants possessifs sont mon, ton, son. Regardez. Ta, ton. Un déterminant possessif est toujours placé avant le nom auquel il se rapporte. Ça aide à le reconnaître. Tu as tout compris, Bertrand. Mais tu ne peux pas garder les deux jouets pour... Hé, vous n'allez pas vous disputer pour un jouet. Sympa. Bertrand rend son camion à Danny car ils sont amis.
Est-ce qu'il y a un déterminant possessif dans cette phrase? Bravo! Son camion à lui. Tu te rappelles, Bertrand? Dany t'a rendu ta jolie balle. Excellent! Ta jolie balle à toi. Le déterminant possessif se place directement devant un nom, mais peut aussi se mettre devant un adjectif qui qualifie ce nom. Pour bien orthographier les mots, il faut bien regarder ce qui les entoure. Reste maintenant une question importante. Qui va conduire le camion? Très chic ce chapeau melon, Bertrand. Tu ressembles à un vrai gentleman. Tu n'as pas l'air vraiment convaincu. Tu préfères peut-être ce chapeau? Alors si je comprends bien, Dany n'aime pas ce chapeau-ci. Et toi, Bertrand, tu ne veux pas de ce chapeau-là. Voilà la solution. Que dis-tu de cette casquette, Bertrand? Je te comprends. Ce n'est pas facile de choisir entre tous ces chapeaux. Tu as raison, Dany. Ces petits mots ont le même sens. Ils servent à montrer quelque chose à quelqu'un. C'est pour cela qu'on les appelle les déterminants démonstratifs. Logique. Ce est un déterminant démonstratif masculin. On dit un chapeau, donc ce chapeau. Au féminin, une casquette, donc cette casquette. Au pluriel, des chapeaux, ces chapeaux. Et s'il y avait plusieurs casquettes, on dirait des casquettes, ces casquettes. Regardez cet autre chapeau! Et oui, cet est aussi un déterminant démonstratif masculin. Avec un T à la fin de ce, on peut faire la liaison. Cet autre chapeau. Cela sonne mieux à l'oreille. Et comme chapeau est un nom masculin, on écrit C-E-T. Hé, baissez vos nageoires tous les deux! Yahoo! Au galop, mes petits poissons! Oh là là! Pas trop de casse? Debout, cow-boy. Pas facile de s'y retrouver entre ce chapeau-ci, cet autre chapeau-là, cette casquette-ci, tous ces chapeaux-là. Ajouter ci et là permet de vérifier que ce, cette ou ces sont bien des déterminants démonstratifs. Qu'est-ce que c'est? Oh! Regardez ce casque rouge! Chapeau bas, Bertrand. Ce casque rouge-là. Le déterminant démonstratif se place directement devant un nom, comme dans ce casque rouge. Mais il peut aussi se mettre devant un adjectif qui qualifie ce nom. Ça alors! Tous ces jolis chapeaux qui s'en vont! Excellent! Ces jolis chapeaux-là. L'adjectif joli est avant le nom chapeau. Pour orthographier correctement les mots, il faut bien regarder ce qui les entoure. Que penses-tu de cette casquette verte, Dany? Ce serait parfait avec tes rayures. Sacré look, mes petits poissons. Décidément, vous êtes les stars de l'aquarium. Alors, Bertrand, tu fais la sieste? Et oui, tu ne peux pas faire la sieste et jouer en même temps. Il faut choisir, dormir ou jouer. Je crois que Bertrand a pris sa décision, Dany. Bertrand, tu veux jouer avec le camion et le ballon? Les deux ensemble? Le petit mot « et » lie ensemble des éléments qui ont le même rôle dans la phrase. C'est pour cela qu'on l'appelle une conjonction de coordination. « Et » indique que les choses s'ajoutent. Bertrand veut jouer avec le camion et aussi avec le ballon. Dany n'a pas l'air d'accord, Bertrand. Bien vu, Dany. Ou coordonne deux éléments de même valeur. C'est donc aussi une conjonction de coordination, comme « et ». Mais « ou » a un sens très différent. Il demande de choisir le camion ou bien le ballon. Dany te demande si tu préfères jouer avec le camion ou avec le ballon. Mais toi, Bertrand, tu veux jouer avec le camion et le ballon. Tiens, une autre balle. Alors, Bertrand, préfères-tu la rouge ou la verte?
Dany te demande si tu veux faire la sieste ou continuer à jouer. À toi de choisir, Bertrand. À force de vous disputer, Bertrand a envie de dormir. Et Dany aussi. Vous êtes tous les deux fatigués. Oh non, vous n'allez pas recommencer. J'en connais deux qui ne sont pas prêts de faire la sieste. Eh bien, Dany, tu es tout seul? Où est passé Bertrand? Il n'est pas ici? Mais non, ce n'est pas Bertrand. Ce ne sont que des bulles d'air. Ah, tu voulais attirer notre attention sur les accents sur ou et là. Ces accents montrent que ou et là sont des adverbes. Ils indiquent le lieu. Où est Bertrand? Il est là, dans le coffre au trésor. Une guitare? Un tuba? Chouette! Dany et Bertrand vont jouer de la musique. J'adore les concerts. Mais Bertrand, il ne faut pas taper dessus. Il faut souffler à l'intérieur. Ah, avec un accent, est une préposition qui introduit une indication de lieu. Bertrand doit retourner à sa place, à côté du coffre, et souffler à l'intérieur du tuba. La préposition à avec un accent peut aussi introduire d'autres informations. Par exemple, la guitare est un instrument à cordes. Et parce qu'on souffle à l'intérieur, le tuba est un instrument à vent. Je crois que Dany n'est pas content. Mais pourquoi es-tu si impatient? Le concert commence à midi. La préposition à avec un accent peut aussi donner des indications de temps. Pour être à l'heure, il faut commencer le concert à midi. Mais qu'est-ce que tu fais? Cette guitare est à Dany. La préposition à avec un accent peut aussi indiquer à qui appartient quelque chose. La guitare est à Dany et le tuba à Bertrand. À, ou et là sont des mots invariables. Savez-vous comment on les reconnaît? Bravo, Bertrand! À, ou et là ont tous les trois un accent grave, aussi grave qu'une note de musique au tuba. Est-ce qu'on peut entendre le concert maintenant? C'est super! Mes poissons s'intéressent à la musique. Dany s'est associée à Bertrand pour nous offrir ce superbe concert. Et je vous assure que ce concert plaît beaucoup à Sophie. Souvent, la préposition à avec un accent se trouve après le verbe et introduit le complément indirect du verbe. S'intéresser à quelque chose, s'associer à quelqu'un, plaire à quelqu'un. Cette cacophonie a mélangé toutes les bulles. Bertrand, il faut faire quelque chose. Les poissons s'intéressent à la musique. Dany s'est associée à Bertrand et le concert plaît à Sophie. Ces verbes se construisent avec la préposition à. Vous êtes prêts pour le grand final du concert? Mais Bertrand, qu'est-ce que tu fais dans cette position? Montre-nous ce qui ne va pas. Tu as mal quelque part? Oh là là! Bertrand a un coup de soleil à la nageoire. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas, Dany? Eh oui, ces deux mots se prononcent pareil. Ah, mais ils ne s'écrivent pas de la même façon et ne veulent pas dire la même chose. Tu as tout compris, Dany. C'est l'accent qui fait la différence. Le verbe avoir n'a pas d'accent. Il y a encore un accent qui te tracasse. Encore un A. Décidément, dans ces deux phrases, il s'agit du verbe avoir. J'espère que vous aimez les verbes. Pour reconnaître le verbe avoir, il faut identifier ce qu'il y a avant. Le sujet. Et les sujets, tu aimes, Bertrand? Les pronoms personnels peuvent être remplacés par des noms et inversement. Tu as reconnu ton prénom, Bertrand.
N'aie pas peur, Bertrand. Tu as simplement conjugué le verbe avoir au présent de l'indicatif. J'ai, nous avons, ils ont. Si tu peux faire varier ce « a » en changeant de personne, tu es sûr qu'il s'agit d'un verbe avoir. Tu as raison, Dany. On peut aussi choisir de conjuguer le verbe avoir à différents temps. Au présent, à l'imparfait et au futur. Ainsi, on est complètement certain qu'il s'agit du verbe avoir. Oh, mes petits poissons ont trop chaud. Ah, c'est parce que tu as un coup de soleil. Bertrand a trop bronzé au soleil. Zut, tout s'est mélangé. Vite les amis, retrouvez le sujet qui correspond à chaque forme du verbe avoir. Et toi Bertrand, tu ne veux pas jouer? Je crois que Bertrand a besoin d'aide. Parfait! Quand on peut remplacer « il a » par « il avait » ou par « ils ont » ou encore « tu as », on ne se trompe plus. C'est le verbe avoir et « a » n'a pas d'accent. J'ai l'impression que Bertrand a retrouvé la forme. Au présent de l'indicatif, à la deuxième et troisième personne du singulier. Pour reconnaître le verbe être, il faut regarder ce qu'il y a avant, le sujet. Il peut s'agir d'un groupe nominal ou d'un pronom. Allez, reprenons. Bravo, vous êtes désormais parfaitement en rythme. Pour reconnaître le verbe être, on peut remplacer le sujet et conjuguer le verbe aux différentes personnes du présent. Vous êtes, nous sommes... Absolument! Oh, mes petits poissons sont enfin en rythme. Le groupe nominal peut aussi être remplacé par un pronom. Ils sont en rythme. C'est la catastrophe, les amis. Il faut inventer une chorégraphie pour retrouver le sujet qui correspond à chaque forme du verbe être. Tu es, il est, ils sont. C'est parfait. Si tu peux faire varier ce « est » en changeant de personne, tu es sûr qu'il s'agit du verbe être. Oh, mais ça n'était pas du tout prévu dans la chorégraphie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Bertrand est encore trop lent? Avant, il était trop lent et maintenant, il est maladroit. Je suis sûre qu'après, il sera excellent. Pour identifier le verbe être, on peut le conjuguer à différents temps. L'imparfait, le présent ou le futur. Il était, il est, il sera. Maintenant que vous savez reconnaître le verbe être, pourquoi ne pas reprendre cette petite danse aquatique? Dany? Bertrand? Où est-ce que vous êtes encore passés? Génial! Vous faites un jeu? Vous vous êtes cachés? Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a un problème avec la phrase « Nous nous sommes cachés » Mais non, Dany. Il y a 2 fois le pronom personnel « nous », mais ce n'est pas une erreur. Le deuxième « nous » est un pronom personnel réfléchi. Il fait partie du verbe « se cacher ». On le trouve après le pronom personnel sujet. Ici, c'est « nous ». Le pronom personnel réfléchi renvoie au sujet de la phrase. C'est comme son reflet dans un miroir. Nous nous cachons nous-mêmes. Et Bertrand, il se cache lui aussi? Ce est le pronom réfléchi de la 3e personne. Il se place juste après le sujet de la phrase. Bertrand. D'ailleurs, Bertrand, tu ne veux pas sortir? Zut alors, Bertrand ne peut plus sortir. Il s'est coincé. Le S' est une forme particulière du pronom réfléchi « se ». On l'utilise devant un mot qui commence par une voyelle, comme le verbe « est ». Ça alors, tu t'es vraiment coincé dans le coffre. En conjuguant le verbe à différentes personnes, on peut faire varier le pronom personnel réfléchi. Tu t'es coincé, je me suis coincé, il s'est coincé, ils se sont coincés. Les deuxièmes pronoms personnels sont différents du premier. Je me suis, tu t'es, il s'est, ils se sont coincés.
Dany, il faut absolument faire quelque chose. Je crois que Bertrand s'énerve. Tu t'inquiètes trop, Dany. Il faut se calmer et trouver une solution. Chouette! Grâce à Dany, Bertrand se libère du coffre. Mais il s'est enfermé dans la bulle. S'enfermer et se libérer sont aussi des verbes pronominaux. Entre le sujet et le verbe se trouve le pronom réfléchi, se ou s apostrophe. Et si on faisait un nouveau jeu? On joue au loup? Pourquoi tu t'arrêtes de jouer, Bertrand? Tu t'es vexé? Tu t'es fait toucher, Dany. C'est toi le loup. Je vois qu'on prend du bon temps. Vous ne voulez pas explorer le fond de l'aquarium avec moi? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, vous avez commandé un nouveau jouet? Il faudrait savoir. C'est une fusée ou c'est un parasol? Tu as raison, Dany. Dans les deux phrases, on reconnaît l'expression « c'est ». « C'est » est une forme très courante en français qui sert à désigner, à montrer un objet ou une personne à quelqu'un. Et oui, tu peux désigner ton copain. Celui-là, celui que tu montres, c'est Bertrand. Mais qui t'a réveillé, Bertrand? C'est lui. C'est ce poisson-là. C'est Dany. Parce qu'il sert à désigner, à montrer, c'est peut être suivi de différents constituants. Parfois, un groupe nominal. C'est un parasol. C'est une fusée. Tout à fait, Bertrand. C'est peut être aussi suivi d'un adjectif. C'est dangereux. Utilisé avec un adjectif, c'est permet de donner une information, de décrire. C'est dangereux, mais c'est rigolo. Pour reconnaître la forme c'est, il faut regarder ce qui suit. Ici, un groupe nominal ou un adjectif. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ce drôle de jouet? Quelle force! C'est très lourd. Mais bien sûr, c'est un sous-marin. Pour reconnaître la forme c'est, on doit observer sa construction. Un C apostrophe suivi du verbe être à la troisième personne du singulier. Est, EST. Arrêtez de vous chamailler. Ce n'est pas votre sous-marin. Vous entendez? Pour reconnaître la forme c'est, il suffit de changer l'affirmation en négation. C'est ton sous-marin devient ce n'est pas ton sous-marin. Évidemment que c'est cassé. C'était fragile. Désormais, ce sera inutile. Je peux aussi conjuguer le verbe être à différents temps. À l'imparfait, c'était, ou au futur, ce sera. Ainsi, je suis certaine qu'il s'agit bien de la forme c'est. C apostrophe EST. Il faudrait savoir, c'est toujours un sous-marin ou ce sont deux sous-marins? Pour reconnaître la forme c'est, je peux aussi remplacer le singulier par le pluriel. Comme c'est est composé d'un verbe, il se conjugue. C'est devient ce sont. Génial! C'est réparé! On va pouvoir explorer l'aquarium et ses secrets. Et ça, c'est pour une autre fois.